Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Ce soir, notre émission sera principalement consacrée à l'entretien du président Abdel Fattah al-Sisi avec Charles Michel, le président du Conseil européen, et cet entretien qui a eu lieu en marge de la participation du président Abdel Fattah al-Sisi à la réunion en marge de sa visite à Paris et sa participation au sommet sur la Libye, également le sommet consacré au 75e anniversaire de l'UNESCO. Un entretien qui, bien sûr, intervient dans un cadre très important, le cadre de cette coopération entre l'Égypte et l'Union européenne depuis longtemps. Le Conseil européen et son rôle, ce Conseil européen qui est devenu à grande échelle, bien sûr, une institution depuis le traité de Lisbonne de 2009. Pour parler de cet entretien, de l'importance de la coopération entre l'Égypte et l'Union européenne, et notamment le Conseil européen, nous aurions le plaisir de recevoir dans quelques instants notre invité pour ce soir, Dr Tawfiq Limondos, analyste politique. Et pour l'instant, chers téléspectateurs, je vous invite à suivre avec nous quelques nouvelles locales concernant bien sûr les derniers développements ou l'actualité locale en Égypte. La une de l'actualité d'aujourd'hui, c'est l'entretien du président Abdel Fattah al-Sisi avec le conseiller présidentiel pour les affaires de la santé, Dr Mohamed Awad Tegeldine, et ceci pour suivre les derniers développements de la pandémie du coronavirus en Égypte. Lors de la réunion, ils ont passé en revue les mesures prises par le gouvernement pour freiner la propagation du virus ainsi que la situation des campagnes de vaccination dans le pays. Le chef de l'État a donné ses directives de renforcer les campagnes et de faciliter les procédures pour la vaccination des citoyens, notamment que les vaccins soient disponibles dans le pays. Le président Abdel Fattah al-Sisi a souligné l'importance des campagnes de sensibilisation des citoyens sur les mesures préventives, notamment dans les lieux publics encombrés, les universités et les écoles, pour respecter la stratégie du gouvernement envers la pandémie. Et toujours à la une de l'actualité également, c'est l'entretien du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli avec le chef de l'autorité du génie militaire, Ehab Al-Faur, et cette réunion qui a eu lieu bien sûr en vue de suivre les derniers développements d'un nombre de projets réalisés donc par cette autorité de l'ingénierie militaire. Et lors de la réunion, le général Al-Faur, président de l'autorité, et plusieurs autres responsables, ils ont passé en revue les projets de la réanimation du Caire historique. Le Premier ministre a déclaré que le projet comprenait notamment 5 régions principales, dont la région de la mosquée d'Al-Hakem, la région située au sud du portail de Zouila, outre Darb al-Labena et les alentours de la mosquée d'Al-Hussein. Le général Al-Faur a estimé que des bâtiments en ruine ont été évacués après avoir arrivé à des compromis avec leurs résidents. Ces travaux interviennent dans le cadre de l'initiative du président Al-Sisi de développer les capacités des gouvernorats et des grandes villes. Le chef d'état-major des forces armées, le général Oussama Askar, a assisté aujourd'hui à la principale phase du projet extérieur des centres du commandement à 2 niveaux, Bachir 22, mis en place par une des formations blindées de la 2e armée sur le terrain. Et ce projet intervient dans le cadre du plan annuel de l'entraînement combatif pour les formations et les unités des forces armées. Une dernière nouvelle qui concerne l'Égypte, qui a dénoncé vertement l'attentat terroriste survenu à Liverpool, dans le nord de l'Angleterre. Le gouvernement et le peuple égyptien ont exprimé leur solidarité avec Londres face à toute forme de violence et de terrorisme. Le Caire a réitéré sa position constante concernant la lutte contre ce phénomène odieux et l'importance de l'éradiquer. Et c'était donc une petite tournée avec nos dernières nouvelles locales, à la une de l'actualité de l'Égypte. En ce moment, chers téléspectateurs, on passe à la deuxième partie de cette édition de Direct avec notre principal sujet qui est l'entretien du président Abdel Fattah al-Sisi avec le président du Conseil européen, Charles Michel.
cet entretien qui a eu lieu à Paris lors de la participation du président Abdel Fattah al-Sisi et sa visite à Paris et sa participation, comme l'a cité au début de l'émission, sa participation au sommet sur la Libye également, l'anniversaire, le 75e anniversaire de l'UNESCO. De suite, je vous invite à suivre un compte rendu de notre collègue Marwa Arafa et Shahinaz Ismail qui concerne bien sûr cet entretien qui a eu lieu entre le président Al-Sisi et Charles Michel, le président du Conseil européen, lors duquel il a souligné que la position importante de l'Union européenne intervient dans le cadre de la politique étrangère de l'Égypte qui est fondée sur le respect et l'appréciation mutuelle entre l'Égypte et entre l'Union européenne et l'appréciation notamment des particularités de chaque partie, non seulement parce que la partie européenne est le premier partenaire commercial de l'Égypte, mais plutôt pour leurs liens multiples qui unissent les deux parties et les défis communs qui l'affrontent aux deux côtés de la Méditerranée. Un compte rendu avec nos collègues Marwa Arafa et Shahinaz Ismail. Et je reviens avec mon invité, Dr Tawfi Aklimandos, analyste politique, qui va nous parler spécifiquement de cet entretien, de son importance également, du rôle aujourd'hui du Conseil européen, cette institution très importante au sein de l'Union européenne. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré Charles Michel, président du Conseil européen, lors de sa dernière visite à Paris. Le président a souligné la position importante de l'Union européenne dans le cadre de la politique étrangère de l'Égypte, qui est fondée sur le respect et l'appréciation mutuelle des particularités de chaque partie, non seulement parce que la partie européenne est le premier partenaire commercial de l'Égypte, mais plutôt pour les liens multiples qui unissent les deux parties et les défis communs qui l'affrontent aux deux côtés de la Méditerranée. De son côté, M. Michel a apprécié les relations distinguées qui unissent l'Union européenne à l'Égypte, soulignant à cet égard l'intérêt de la partie européenne à renforcer ses relations sous tous ses aspects, notamment à la lumière du poids politique dont l'Égypte jouit au niveau international et régional, ainsi qu'étant un lien entre les mondes arabes et européens et une oasis de sécurité et de stabilité dans la région qui passe actuellement par une phase critique de graves troubles et de tensions politiques. La réunion a porté sur un examen des différents aspects de la relation entre l'Égypte et l'Union européenne en ce qui concerne ses dimensions politiques, économiques et de développement, soulignant l'importance de poursuivre la coordination conjointe et de renforcer le dialogue mutuel. La réunion a également abordé le dossier de la coordination entre l'Égypte et l'Union européenne sur de nombreuses questions régionales importantes dans les forums internationaux, comme le processus de paix au Moyen-Orient et les situations en Libye, en Syrie et au Yémen. À présent, chers téléspectateurs, j'accueille mon invité pour ce soir, Dr Tawfi Aklimandos, directeur du département européen au Centre égyptien des études stratégiques. Bonsoir, Dr Tawfi. Bonsoir, madame. Merci bien d'assister avec nous ce soir à cette édition de direct. Dr Tawfi, aujourd'hui, on vient mettre la lumière sur l'importance de cet entretien du président Al-Sisi avec Charles Michel, le président du Conseil européen. Comment, premièrement, vous avez lu ou perçu donc cet entretien, comme je l'ai cité, toujours en marge de la participation et de la visite du président Al-Sisi à Paris pour ces deux grands événements qui ont eu lieu à Paris sur la Libye notamment et bien sûr le 75e anniversaire de l'UNESCO. Bon, l'UNESCO, je ne sais pas de quoi il s'agit. Prenons donc les sujets d'intérêt commun, puisque le mot qu'il a employé, le communiqué final a employé. Il y a le sujet direct qui est la Libye. Et on peut imaginer intérêt commun, la transition écologique. Je ne sais pas si elle a été abordée ou pas, mais c'est un sujet d'intérêt commun. Alors pour prendre la Libye, je pense que malgré des divergences d'analyse, tout le monde est d'accord sur ce qu'il faut faire maintenant. C'est-à-dire organiser les élections à leur date, ne pas tolérer de retard, les élections présidentielles, et doter la Libye d'institutions le plus vite possible, ramenant la paix. Ça, c'est la chose générale. Je peux dire que la communauté internationale, c'est-à-dire tous les acteurs qui ont à s'occuper de la Libye, en ont un peu assez de ce dossier.
Je pense que ce dossier a traîné en longueur. Un peu, il faut enlever un peu. On a assez de ce dossier. Il a traîné en longueur, etc. Alors, on est tous d'accord sur l'organisation des élections. Alors, il se trouve qu'en Libye, il y a des gens soit qui ne veulent pas d'élections parce qu'ils savent que ça montrera leur faiblesse, la faiblesse de leur popularité, soit qui veulent la journée, parce qu'ils pensent que ça risque d'être compliqué ou que le pays n'est pas tout à fait prêt. Il faut voir qu'il y a beaucoup d'armes dans ce pays. Mais la communauté internationale et des acteurs en Libye veulent que ces élections aient lieu, je ne sais plus, fin décembre. Je ne sais plus si c'est le 22, le 24, quelque chose comme ça. Et évidemment, tous les acteurs, on ne peut pas dire la plupart des principaux acteurs internationaux veulent que les forces étrangères quittent la Libye. Dans les forces étrangères, il y a les forces régulières et il y a aussi les mercenaires. Le problème est que les principaux pays utilisant des mercenaires, c'est la Russie et la Turquie, et donc eux ont un avis un peu différent, chacun pouvant se prévaloir d'une forme pouvant trouver des prétextes légaux pour dire pourquoi ils sont là-bas. Les Turcs ont été appelés par l'ancien président monsieur, j'ai oublié son nom, Sarraj, Haftar ayant appelé de son côté, le maréchal Haftar ayant appelé de son côté les Russes. Et donc là, il y a un problème épineux où je ne vois pas comment on va procéder. Est-ce que ces pays vont accepter de retirer leurs forces? Et il faudrait savoir à quel point la Turquie tient à une réconciliation avec l'Égypte. Si elle tient comment vous avez pu tirer ou lire les conclusions tirées par le communiqué final après la réunion sur la Libye? Moi, ce qui a attiré mon attention surtout, c'est qu'on a parlé de forces étrangères, sans dire armée régulière. Forces étrangères, ça inclut mercenaires. Ouais. Alors, il y a en général des formules qui permettent d'éviter de parler des mercenaires. Après cela, une fois qu'on a dit cela, c'est que là on est d'accord sur ce qu'il y a à faire et on est prêt à contribuer, à stabiliser le pays, etc., à le doter d'institutions. Il y a quand même des différences d'analyse au sein de l'Europe, d'une part, entre certains pays européens et l'Égypte. L'Égypte n'appuie pas le maréchal Haftar parce que, pour le maréchal Haftar, elle l'appuie parce qu'il représente l'armée nationale et que l'Égypte pense que l'État libyen ne se stabilisera pas sans une armée nationale. Certains acteurs européens se méfient beaucoup du maréchal Haftar, pensent qu'il a commis des actes répréhensibles et de toute façon voient moins que nous l'utilité d'une armée, où nos vues sont divergentes sur l'utilité d'une armée en Libye. Et on peut ajouter, je ne sais pas aujourd'hui où ils en sont, que certains pays pensent fondamentalement que l'État libyen s'est effondré et qu'il faut organiser une fédération, un fédéralisme. Je ne peux pas dire une partition qui ne dirait pas son nom, mais il faut partir du principe qu'un État central libyen, ce n'est plus possible. Nous pensons l'inverse. Beaucoup de la France pense l'inverse. Dr Taufi, si je parle, puisque notre sujet principalement aujourd'hui concerne l'entretien du président Al-Sisi avec Charles Michel, le président du Conseil européen, la position de l'Union européenne, puisqu'on a mis en exergue aujourd'hui les principaux titres de ce communiqué, les conclusions de ce communiqué final sur la Libye, le rôle de l'Union européenne et le Conseil européen, qui principalement, le Conseil européen n'a pas de rôle très direct et c'est un conseil qui donne les conclusions et qui les recommande ou des recommandations peut-être. Comment vous voyez aujourd'hui le rôle de ce conseil et de l'Union européenne, surtout sur des sujets, envers du dossier libyen? C'est pour ça que je parlais de la transition écologique, même si je ne sais pas que ça a été abordé. Sur la transition écologique, il est habilité à parler. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il n'est pas habilité à parler, mais je veux dire qu'il y a un assez large accord européen sur ce qu'il faut faire. Sur la Libye, il y a quand même des divergences entre pays européens, même s'ils se sont rapprochés. Alors, il est vrai, alors je ne sais pas où ils en sont sur l'Italie, sur la Libye, mais que les relations entre la France et l'Italie sont nettement meilleures qu'elles ne l'étaient il y a 1 an ou 2, donc peut-être qu'il y a eu un rapprochement là-dessus. Mais par exemple, la France n'a aucun intérêt et ne souhaite pas ménager la Turquie. Par contre, l'Allemagne souhaite ménager la Turquie, ne serait-ce que parce qu'il y a 3 ou 4 millions de Turcs vivant en Allemagne.
Donc je ne vois pas très bien, probablement que le Conseil de l'Europe a une position médiane, filandreuse, je dirais, pour être désagréable, qui s'accroche à la légalité internationale et qui laisse chaque pays gérer les points spécifiques du dossier comme il l'entend. D'accord. Revenons donc principalement donc, à la relation oui, de l'Égypte avec l'Union européenne, Oui. bien sûr, y compris, incluant bien sûr le Conseil européen, des relations qui sont principalement basées sur des relations commerciales. Oui. Premier partenaire commercial de l'Égypte avec l'Union européenne, et notamment avec la présence de la délégation de l'Union européenne en Égypte. Aujourd'hui, avec la crise du coronavirus, la propagation du Covid et tout, comment vous pouvez voir, comment vous évaluez aujourd'hui notre coopération avec l'Union européenne? Je dirais que d'abord le partenariat commercial est très important, ça me semble évident. Nous sommes le bon élève, les gens l'oublient, mais dans un dossier qui est l'immigration, où nous accueillons beaucoup d'émigrés. On semble ne pas voir au Caire ou d'ailleurs en Europe doit le savoir qu'il y a des millions d'Éthiopiens, de Soudanais, de Sud-Soudanais qui arrivent en Égypte. Nous ne faisons pas comme les autres, nous ne les jetons pas en Europe, nous les accueillons chez nous. Ce qui a été salué par le président du Conseil européen, Charles Michel, lors de son entretien avec le président Al-Sisi, comment la gestion de cette crise des réfugiés par la direction égyptienne. Et là, donc, c'est un sujet d'intérêt commun où nous avons besoin de leur aide et eux ont intérêt à nous aider parce que nous les gardons chez nous, les réfugiés. Et ces réfugiés, ça peut augmenter puisque de plus en plus de documentaires montrent qu'ils sont plutôt maltraités en Libye et il n'y a pas beaucoup d'autres voies. Donc, ils arrivent chez nous. Donc vous avez ce dossier qui est important. Vous avez le dossier de la transition écologique qui est à double tranchant. C'est-à-dire il est à la fois une chance pour nous et une menace. Alors je commence par la menace. Si l'Europe se met à imposer des taxes carbone sur les produits importés, qu'elle importe, beaucoup de l'industrie égyptienne risque d'être pénalisée. Par contre, l'Égypte est un pays intéressant pour les énergies renouvelables, comme l'énergie solaire, les éoliennes, toutes sortes de choses. L'investissement en Égypte est un investissement valable. Ce qui fait peur aux autorités égyptiennes, le souci, si vous voulez, des autorités égyptiennes, c'est comment gérer cette affaire de taxe carbone. Et probablement qu'ils ont dû en parler. Est-ce que ce sera progressif? Est-ce qu'ils vont nous aider à adapter nos usines pour qu'elles fassent des produits plus propres? Je ne connais pas le dossier, je ne suis pas économiste. Je sais que c'est un sujet important. Traditionnellement, je ne sais pas pour les 2 dernières années, c'est pour ça que je dis, mais je vous aurais dit ça en étant sûr de moi en 2019. Un de nos principaux problèmes avec l'Union européenne, c'est qu'elle propose une aide qui est généreuse, mais il y a toujours des conditions dont nous ne voulons pas entendre parler, relatives à comment la situation des droits de l'homme en Égypte, comment nous traitons certaines oppositions, etc. etc. Alors, d'une part, nous sommes un peu assouplis, mais est-ce que nous sommes assez assouplis pour qu'ils cessent de nous embêter là-dessus? Je ne sais pas. Et où en est, eux, leur position? Je ne sais pas. De ce que je sais, c'est qui était valide en 2019-2020, les pays du sud de l'Europe sont les pays du sud, c'est l'Italie, la Grèce, on peut mettre la France, l'Espagne, le Portugal et à un degré moindre l'Allemagne qui n'est pas au sud, sont très conscients du rôle stabilisateur de l'Égypte, du rôle bénéfique de l'Égypte dans la région, et donc sont enclins à penser que le régime égyptien fait face à des défis extrêmement importants, qu'il aide l'Europe à affronter les défis extrêmement importants auxquels elle est confrontée, et qu'il vaut mieux donc ne pas, qu'il sait mieux que les autres ce dont il a besoin et pas. Les pays du Nord étaient jusqu'à très récemment très sévères vis-à-vis de nous. Est-ce qu'ils ils ont changé leur point de vue ou pas? Je n'en sais rien. Comme M. Michel parle, est-ce qu'il relaye un point de vue qui serait une solution de compromis, ou est-ce qu'il dit au président tel pays pense ceci et tel pays pense cela? Je ne sais pas au juste. Je n'ai jamais très bien compris. D'accord. Et si je reviens à la question de la transition écologique, Dr Taoufik, vous avez parlé de cette affaire de taxe carbone.
la communauté ou le monde entier aujourd'hui est en transition écologique, même le continent africain. Et l'Égypte affiche toujours sa volonté à l'égard du continent africain pour en faire également un continent vert, comme on l'appelle, une économie verte, une transition écologique verte. Certainement, si l'Union européenne insiste, ou le Conseil européen, non, l'Union européenne en général insiste sur cette affaire de taxe carbone en vert vis-à-vis de l'industrie en Égypte, par exemple, les solutions existent toujours en Égypte. Donc, on a un dossier dans lequel on a commencé à anticiper nos pas vers cette transition écologique verte. Mais c'est le sujet délicat. Pour vous répondre, c'est le sujet délicat parce que nous avons des produits verts, nous avons des produits qui ne sont pas verts. Et en général, nos importations, alors je ne suis pas économiste, mais j'avais parlé avec l'économiste qui est au centre, nos importations sont des produits qui ne sont pas verts en général. Et donc, il faut les changer. Alors, est-ce qu'on peut leur demander, on ne sait jamais dans ce genre de cas, si l'écologie à bon dos est un prétexte ou si c'est la vraie raison. Si c'est la vraie raison, je pense qu'on peut leur demander de nous aider à rendre nos produits plus verts. Mais excusez-moi, madame, c'est un dossier que je ne connais pas. Donc, c'est un dossier... D'accord. Donc, à un point plutôt loin de l'économie, puisque on est plutôt penché sur la politique de l'Union européenne surtout. Vous avez surtout mis en relief le rôle de l'Égypte stabilisateur dans la région et aussi dans la Méditerranée. Vous avez cité que la question comment les réfugiés sont accueillis en Égypte et en comparaison avec... ou en prenant en considération le rôle de l'Union européenne au milieu, alors que c'est l'Égypte qui accueille ces réfugiés. C'est l'Égypte qui accueille ces réfugiés. Nous avons besoin d'être aidés, je suis sérieux, parce que si l'écrasante majorité de la... Par quelles instances au sein de l'Union européenne? L'Union européenne s'est bien débrouillée pour aider le président Erdogan, qui lui avait fait du chantage. Justement. Donc ils peuvent trouver de l'argent pour nous, nous ne demandons pas en termes de chantage, nous sommes dans un esprit constructif. Surtout pas l'Égypte. S'ils nous disent nous avons une gêne financière, nous n'allons pas les punir en envoyant des réfugiés, mais nous aimerions bien un geste parce que on les chiffre à combien les réfugiés qui sont en Égypte? À plus de 5 millions. Si vous comptez les Yéménites, les Irakiens, les Syriens, les Soudanais, les Éthiopiens, je crois qu'on arrive facilement à 5 millions. Et il y a des Libanais aussi. Et ils sont en tension entre eux et une partie de la population, une très petite partie, mais assez pour faire des problèmes, n'est pas contente de leur présence. À Assouan, par exemple, il y a un tas de gens qui ne sont pas contents de la présence des immigrés. Donc on fait un effort financier et on est un pays orgueilleux, mais une aide financière ne serait pas de refus, quoi. Oui, d'accord. On va s'arrêter quelques instants, Dr Taufi, pour suivre un compte rendu sur une des réunions du président Abdel Fattah al-Sisi avec le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, et le ministre des Communications et des Technologies de l'Information, Dr Amr Talat. Cette réunion qui a porté sur le suivi des projets nationaux liés au secteur des communications et des technologies de l'information. Le président al-Sisi a annoncé lors de cette réunion d'étendre l'utilisation des dernières technologies pour doubler les capacités de l'infrastructure d'information numérique du pays et d'améliorer les efforts de transformation numérique. Je vous laisse avec Marwa Arafa, Shahinaz Ismail, les détails de cette réunion sur la technologie de l'information en Égypte et son importance et comment sera-t-elle étendue dans tous les villages et les coins de l'Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni lundi avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et le ministre des Communications et des Technologies de l'Information, Dr Amr Talat. La réunion a porté sur le suivi des projets nationaux liés au secteur des communications et des technologies de l'information. Le président el-Sisi a ordonné d'étendre l'utilisation des dernières technologies pour doubler les capacités de l'infrastructure d'information numérique du pays et d'améliorer les efforts de transformation numérique, parallèlement à la formation des cadres humains aux compétences numériques pour soutenir les performances du gouvernement et fournir les derniers services numériques aux citoyens et le secteur des entreprises au niveau de la République.
Le ministre des Communications a présenté lors de la réunion la position exécutive d'un certain nombre de projets mis en œuvre par le ministère dans le secteur des communications et des technologies de l'information, qui comprenaient l'ouverture de l'Université informatique d'Égypte et le déroulement du processus d'études, ainsi que l'expansion de la formation des étudiants de l'école aux compétences en technologie de l'information, de même que la mise en œuvre de l'initiative Notre avenir numérique, en plus de l'initiative L'Afrique pour la créativité numérique, lancée par le président de la République. Au cours de la réunion, le président Al-Sisi a également été informé des efforts du ministère des Communications dans le cadre de l'axe de service de l'initiative Vie décente pour développer les villages de la campagne égyptienne, notamment en développant l'infrastructure Internet, en améliorant les services mobiles. Et on revient avec notre invité, Dr Tafia Klimandos. Dr Tafia, donc je m'arrête cette fois sur la politique étrangère de l'Égypte. Comment a-t-elle été saluée aussi par l'Union européenne et par Charles Michel, le président du Conseil européen. La position de l'Égypte à l'égard non seulement du dossier libyen, mais aussi Syrie, Yémen et autres dossiers. Oui. Et Palestine aussi. Et Palestine, surtout le processus de paix au Moyen-Orient et le rôle de dite coordination de la part de l'Union européenne envers le processus de paix. Oui. Alors, je ne sais pas de quoi ils ont parlé, mais il est évident que l'Égypte est incontournable dans le processus de paix pour une raison simple, c'est la partie qui peut parler à tout le monde. C'est-à-dire l'Union européenne, par exemple, je ne sais pas où ils en sont, mais je pense qu'ils ne peuvent pas parler au Hamas, leur statut les empêche. Les Israéliens ne veulent pas parler au Hamas non plus, même s'ils le font, on veut dire, par des canaux informels. Les seuls qui parlent à tout le monde, c'est nous. Nous avons une expérience du dossier assez importante. Nous savons, par exemple, je peux donner un exemple très bête, que malgré leur intelligence apparente, les mesures de confiance sont une très mauvaise idée. Parce que les mesures de confiance, au lieu de faciliter la confiance, elles détruisent. Puisque de nouvelles disputes commencent sur quelles doivent être les mesures de confiance. Ce que je veux dire, c'est que nous avons accumulé, à force d'être dans toutes les négociations, nous avons accumulé un savoir-faire, une connaissance des dossiers, une connaissance des personnes, des acteurs, même si peut-être nous connaissons moins bien la nouvelle équipe israélienne que nous connaissions la précédente, mais nous connaissons les acteurs palestiniens, nous savons ce que chacun d'eux, pas seulement l'autorité et Hamas, mais chaque acteur pense. Nous sommes donnés, et ça a été salué, je pense, par tout le monde, un rôle important dans la reconstruction de Gaza. Je ne vais pas énumérer, et nous avons besoin des Européens pour la reconstruction de Gaza, mais je ne vais pas énumérer tous nos avantages comparatifs. Je pense qu'on peut dire que ce dossier palestinien nous semble incontournable. Après, incontournable, il faut bien comprendre que c'est aux Palestiniens, aux Israéliens de se mettre d'accord. On peut faciliter les choses, suggérer, souffler à l'oreille de l'un ou à l'oreille de l'autre des idées, mais finalement, c'est à eux à se mettre d'accord. L'Égypte ne va pas signer au nom des Palestiniens et elle va bien sûr signer au nom des Israéliens. Donc ça, c'est un dossier. Après, est-ce qu'ils en ont parlé? Ils peuvent en avoir parlé pour la reconstruction de Gaza, qui est relativement urgente, où nous avions fini beaucoup de choses. La dernière fois que je me suis intéressé, mais c'était il y a 2 mois, on avait déblayé toutes les décombres. Maintenant, il faut reconstruire. Nous, on a commencé à construire des choses, mais il faut faire d'autres choses. C'est peut-être un dossier dont ils ont parlé. Docteur Taufi, si on se rappelle, lorsque l'Union européenne a été fondée plutôt, est-ce que l'Union européenne avait surtout un rôle économique plus qu'un rôle politique? Au début. Et au fil des années, des institutions comme le Conseil européen deviennent des institutions surtout le traité de Lisbonne, grâce à qui ces institutions ont pris plus de poids, même si c'est un poids d'impulsion peut-être pour certaines recommandations. Mais quand on regarde ce trajet de l'économie à la politique, aujourd'hui, est-ce que vous voyez ce poids politique de l'Union européenne à l'égard des principaux dossiers qui touchent surtout la stabilité de la région du Moyen-Orient? Écoutez, je vais laisser la dernière partie, ce serait suivant. Donc je vais prendre la première.
je connais l'histoire de l'Union européenne, mais je suis très perplexe. Je ne sais pas quoi en penser. Moi, j'aurais tendance à dire que l'euro, par exemple, c'est un projet politique qui n'avait aucun sens économique. C'est dans le sens que les conditions objectives pour qu'il y ait une monnaie unique qui ne soit pas un handicap ne sont pas là. Les pays européens n'ont pas la même politique fiscale. Les pays européens, certains ont besoin d'une devise forte, d'autres ont besoin d'une devise faible pour pouvoir exporter. Et il y a un tas de mécanismes pour compléter l'action d'une banque centrale qui ne sont pas là, qui ne sont toujours pas là. Sauf que les pays européens voulaient cette monnaie unique pour toutes sortes de raisons politiques, et ils avaient raison. Sauf, politiquement, ils avaient raison de faire l'euro. Économiquement, c'est quand même un casse-tête. Pour dire les choses poliment, même si maintenant l'Allemagne a mis de l'eau dans son vin, question de la force de la devise ou les déficits, etc., etc. Mais reste, c'est très bizarre, une monnaie unique avec je ne sais pas combien de politiques économiques très différentes. Oui. Aujourd'hui, Monsieur Charles Michel, Monsieur Charles Michel, aujourd'hui président du Conseil européen, également président de la zone euro. La gestion de la zone euro, comment vous la... Alors, la Banque centrale fait son travail, elle le fait plutôt bien dans des conditions difficiles, la Banque centrale européenne. Après cela, l'Europe a longtemps fonctionné sur un trio où il y avait je n'aime pas le mot hégémonie, il est trop fort, une prééminence, qui est peut-être aussi trop fort, soi-disant du couple franco-allemand, auquel il fallait ajouter la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne est sortie, ce qui déjà affaiblit l'Europe militairement d'une manière plus que conséquente. En étant très brutal et en demandant pardon aux pays européens pour lesquels nous avons de l'amitié, mais les deux armées qui comptent, c'était l'armée anglaise et l'armée française. Les autres armées sont en train de se reconstruire. Mais la sortie du Royaume-Uni n'est toujours pas pressentie au sein de l'Union européenne, non? Notamment le Brexit. Ils la ressentent. Ils la ressentent. Madame Merkel, alors ça changera peut-être avec la nouvelle équipe allemande, oui. Ne le dira jamais, mais tout son comportement montre qu'elle a été beaucoup plus intéressée par l'Europe de l'Est que par la France et qu'elle a eu beaucoup d'antipathie pour la plupart des présidents français avec lesquels elle a traité. Oui. Donc politiquement, ça boitait. Une autre raison plus objective que le mazeg ou les affinités entre Mme Merkel et les autres chefs d'État, à part le fait que les économies ont des besoins différents, une autre raison est que l'Allemagne a tout le temps la tentation qu'elle combat, mais du free rider, c'est le passager de l'autobus qui ne paye pas son ticket. L'Allemagne est en sécurité, de par la géographie. Oui. Alors, elle a tendance à ne pas sentir l'urgence d'un effort militaire. Alors, ils se surveillent. On peut dire que, même si en termes de pourcentage de leur GDP, de leur PIB, leur effort est minime, c'est quand même énormément d'argent parce que l'Allemagne est une économie énorme. Mais il y a un problème au niveau Europe de la défense. L'Europe de la défense, je vous donne un exemple très bête, il y a quelques années, en 2018, en novembre 2018, le président Macron a parlé d'une armée européenne. Oui. Une armée européenne, tout de suite, la question qui se pose, même d'un point de vue français, c'est est-ce que la France accepte de donner une garantie nucléaire au reste de l'Europe? C'est-à-dire si une attaque contre un autre pays de l'Europe entraîne un recours à l'arme nucléaire ou pas? C'est pas évident. Et deuxièmement, je donne un exemple politique étranger intéressant, c'est le président de la République française a énormément de pouvoir. Il peut décider, comme le président Hollande l'a fait, d'envoyer des forces au Mali en 24 heures. Oui. En Allemagne, prendre une décision d'envoyer des troupes à l'étranger, il faut d'abord que la coalition au pouvoir se mette d'accord, que le Parlement donne son accord, qu'ils aient préparé une feuille de route. Les Allemands sont, vu leur passé, se sont dotés, et d'ailleurs ça vaut pour les Italiens, se sont dotés d'une constitution qui rend très difficile, presque impossible, une intervention rapide. Oui. Je veux dire, l'Europe politique existe, il ne faut pas dire qu'elle n'existe pas, mais les mécanismes ne sont pas les mêmes, les cultures stratégiques ne sont pas les mêmes, les cultures administratives ne sont pas les mêmes, et les intérêts ne sont pas les mêmes. Allez expliquer aux Polonais que qu'il faut parler à la Russie.
Là, je serais du côté des Polonais, je les défendrais. Ou aller expliquer aux gens du Nord que le Mali est un problème dangereux pour l'Europe. Ils n'ont pas les... Je ne dis pas que ça ne peut pas s'arranger, mais il y a beaucoup de travail à faire encore. Mais, docteur Taufi, au sein de l'Union européenne, vous voyez qu'aujourd'hui, l'Allemagne et la France sont sur la même voie, je veux dire. Non, pas tout à fait, mais dans l'ensemble, en ce qui concerne la transition écologique, oui. En ce qui concerne la gestion de la pandémie, oui. Probablement en ce qui concerne l'aide à l'étranger, oui. Mais sur beaucoup d'autres sujets, leur culture est différente, leur stratégie est différente. Quand on regarde depuis les années 74, en 1974, lorsque l'Union européenne, lorsque le Conseil européen a été créé à l'initiative du président Valéry Giscard d'Estaing et Schmitt, ce dirigeant allemand, on regarde la relation comment elle était aussi entre la France et l'Allemagne, on regarde aujourd'hui cette relation comment elle est. Alors c'est plus la même. Voilà, Merkel et les présidents français n'ont pas eu la relation que Schmitt avait avec Giscard. Il y a le fait que quand on était, je ne sais pas, ils étaient combien, mais mettons 15, prendre une décision. Donc quand ils étaient 6, c'est plus facile de prendre une décision quand on est 15, et quand on est 27, je vous laisse. C'est vrai, et on était en 1974, aujourd'hui on est en 2021. Docteur Taufi Aklimandous, je tiens à vous remercier infiniment d'avoir assisté avec nous à l'émission de Direct. Merci à vous, madame. Merci beaucoup. Docteur Taufi Aklimandous, directeur du département européen au Centre égyptien des études stratégiques. Et chers téléspectateurs, je vous laisse avec un dernier compte rendu préparé par notre équipe de rédaction, Maroua Arfa Chahinaz Ismail, qui concerne l'entretien du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli. Une des déclarations plutôt, pas un entretien, au cours duquel il a affirmé le soutien. Comment se poursuit le soutien du secteur privé pour participer plus largement dans la mise en œuvre des projets de développement et du service. Et Dr Madbouli avait tenu ses propos lors de la réunion du groupe ministériel économique qu'il a présidé lundi hier. Maroua Arfa Chahinaz Ismail, je vous laisse avec ce compte rendu et je vous dis également merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition de Direct et une nouvelle équipe. Très bonne fin de soirée à tous et au revoir. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé que le gouvernement poursuivait le soutien du secteur privé pour participer plus largement dans la mise en œuvre des projets du développement et du service. M. Madbouli a tenu ses propos lors d'une réunion du groupe ministériel économique qu'il a présidé lundi. Le Premier ministre a mis en exergue l'étude importante élaborée par le Centre d'information et de soutien à la prise de la décision, relevant du Conseil des ministres conjointement avec nombre d'experts, laquelle servira d'avant-projet pour les procédures à entreprendre afin de consolider l'orientation de l'État vers le soutien du secteur privé. L'étude repose sur le principal aspect du secteur privé égyptien, ses capacités à contribuer à l'économie, soulignant que ce secteur relève de défis structurels qui le freinent de relancer le développement, et ce en dépit du grand volume de ses activités et sa contribution de 72% au PIB et de près de 78,4% de la main-d'œuvre. La réunion est de même axée sur le plan de propositions liées à l'introduction des sociétés en bourse.